Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Cadence Design, qui est une société dans l'écosystème des semi-conducteurs, puisque je prévois de faire une petite série où on va enchaîner Cadence Design, Synopsys et ARM, qui sont trois sociétés que vous m'avez demandé d'analyser fréquemment et qui sont également trois sociétés qui m'intéressent à titre personnel pour mon portefeuille. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Cadence Design, son business model et comment elle gagne de l'argent. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et également, vous trouverez les 4 nouvelles vidéos de la playlist méthode que j'ai mis à jour, donc la playlist méthode 2024 sur la chaîne. Pour l'instant, les 2 premières sont sorties, donc l'analyse quantitative et l'analyse fondamentale, et vous aurez dimanche prochain l'évaluation du prix et le 8 décembre la gestion de portefeuille. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir donc la société Cadence Design. C'est une société américaine qui est cotée au Nasdaq, elle a pour ticker CDNS, elle a une capitalisation de 76 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle ne verse pas de dividendes et elle est dans le secteur technologique. L'histoire de la société commence en 1983 avec la fondation de la société Solomon Design Automation par James Solomon, Richard Newton et Alberto Sangiovanni Vincentelli. En 1988 a eu lieu la fusion de Solomon Design Automation et ECAD qui donne naissance à la société donc Cadence Design Systems que nous connaissons aujourd'hui, suivi de son introduction au New York Stock Exchange la même année. De 89 à 99, Cadence fait l'acquisition de nombreuses sociétés, parmi lesquelles Gateway Design Automation et High Level Design Systems. Entre 2000 et 2019, Synopsys devient le principal concurrent de Cadence après l'acquisition notamment d'Avanti et Cadence poursuit également une stratégie active d'acquisition et entre 2020 et 2024 a eu lieu le lancement de plateformes dédiées à l'intelligence artificielle et également Cadence commence à collaborer avec des clients majeurs tels qu'Apple et Tesla qui se mettent notamment à fabriquer leurs propres puces. Au niveau des ventes par activité, on a 94% qui proviennent de Product and Maintenance et 6% des services. Au niveau des ventes par région, on a 43% en Amérique, 19% en Asie, 17% en Chine, 15% en Europe, Moyen-Orient, Afrique et 6% au Japon. Donc déjà, on voit qu'on a une bien moins forte exposition à l'Asie que pour les sociétés plus classiques des semi-conducteurs. Au niveau de l'écosystème des semi-conducteurs, Cadence Design se situe dans les EDA et les IP. Donc les EDA, ça va être les logiciels qui permettent de concevoir les puces et les IP, ce sont des blocs préconçus de puces que les clients peuvent acheter pour les intégrer directement dans leur design de puces et donc aller beaucoup plus vite. Et vous voyez donc Synopsys et ARM qui sont également dans ces catégories que je vais analyser prochainement. Au niveau du business model, donc Cadence est un pionnier dans le domaine des logiciels de conception de systèmes électroniques, donc les fameux EDA, et de la propriété intellectuelle, donc les IP. L'entreprise propose des logiciels, du matériel informatique spécialisé, des IP et des services destinés à divers secteurs industriels. Également, ces solutions sont intégrées et utilisées à chaque étape du processus de création, donc la conception, la mise en œuvre, la vérification, l'analyse et la validation. Et elle couvre une large gamme d'applications allant des puces aux circuits imprimés, donc les fameux PCB, et jusqu'au système électromécanique complet. Également, les clients de Cadence sont principalement dans l'industrie des semi-conducteurs et s'appuient sur ces solutions pour concevoir, configurer, analyser et vérifier des circuits intégrés et ils utilisent aussi des IP, donc qui accélèrent les processus de développement en fournissant des blocs de circuits préconçus et prêts à l'emploi directement intégrables dans les conceptions. Au niveau des produits sur le segment Product and Maintenance, on a les Custom IC Design and Simulation qui sont des outils de conception sur mesure de circuits intégrés et simulation de leur comportement pour garantir leur performance avant leur fabrication. Ensuite, on a Digital IC Design and Sign-Off qui est la conception numérique de circuits intégrés et la validation finale pour assurer leur conformité et leur fabrication. On a la Functional Verification, donc la vérification fonctionnelle pour s'assurer que les circuits et systèmes respectent les spécifications prévues. On a les IP, Intellectual Properties, donc la fourniture de blocs de circuits préconçus et vérifiés pour accélérer le développement des conceptions de circuits intégrés. Et on a les System Design and Analysis qui sont la conception et analyse de systèmes complets, des puces au PCB en passant par les systèmes électromécaniques. Et sur ce segment, Cadence Design est relativement junior et fait face directement à un concurrent beaucoup plus gros qui s'appelle Ansys.
Au niveau des services, on a les services liés à la méthodologie, à la formation et à des solutions de conception hébergées, ainsi que l'assistance technique et la maintenance continue pour garantir la performance et la fiabilité des produits et des solutions. Donc principalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des EDA, donc des logiciels de conception de circuits électroniques, et ensuite on a des IP, donc des propriétés intellectuelles qui sont des blocs préconçus de puces qui permettent d'assembler des puces beaucoup plus rapidement pour les clients. Ensuite, au niveau des clients et des marchés finaux, donc Cadence Design commercialise ses logiciels, donc ses EDA et ses IP, à divers clients dans des domaines variés, donc l'automobile, l'IA, l'aérospatiale, la défense, la conception d'ordinateurs et appareils mobiles, les communications sans fil, l'IoT et les biotechnologies. Et surtout, on a les entreprises qui conçoivent des semi-conducteurs et d'autres dispositifs électroniques qui utilisent les solutions pour concevoir, simuler, vérifier, valider et fabriquer tous les types majeurs de composants électroniques, des dispositifs analogiques mixtes, des dispositifs de radiofréquence, de micro-ondes photoniques, de mémoire, de puces numériques destinés à l'informatique haute fréquence et à l'intelligence artificielle, et on retrouve notamment donc les CPU, les GPU, les NPU et les circuits intégrés tridimensionnels, donc les 3D IC, ainsi que les technologies d'Advanced Packaging. Au niveau du marché et des concurrents, donc on a deux marchés principaux, mais Cadence Design occupe la deuxième position sur le marché des EDA, Electronic Design Automation, donc les logiciels, derrière Synopsys et devant Siemens, donc le concurrent allemand. Également, selon PNS Intelligence, ce marché affiche un taux de croissance annuelle composé d'environ 10,5% par an, alors que Verified Market Research propose 6,99% par an de CAGR. Et sur le marché des IP, Cadence se classe 3e sur le marché, derrière ARM et Synopsys, Synopsys qui est du coup leader sur les IP, mais également sur les EDA, et que l'on va analyser la semaine prochaine. Et le marché des IP présente un CAGR d'environ 7,64% selon Zion Market Research et jusqu'à 12% selon Transparency Market Research. Donc Cadence Design évolue dans deux marchés très compétitifs et surtout en forte croissance. Au niveau du management, on a Anirudh Devgan qui est CEO depuis 2021, il a rejoint la société en 2012. On a Tarak Ray au poste de Chief Information Officer depuis 2022, il a rejoint la société en 2007. On a John Wall au poste de Chief Financial Officer depuis 2017, il a rejoint la société en 97. Et on a Tom Beckley au poste de Senior Vice President of Strategic Technology Programs depuis 2024 et il a rejoint la société en 2004. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de point particulier à mentionner, on n'a que des investisseurs institutionnels classiques. Et maintenant, on va passer à l'analyse quantitative de la société. Et on se retrouve ici sur l'application IQ Invest. Vous avez l'habitude, vous aurez bien évidemment le lien en description si elle vous intéresse. Et premier point, on va donc commencer par comparer la performance avec ses concurrents principaux. Donc on va aller voir Synopsys qui est le principal concurrent de Cadence Design. On a également le S&P 500 qui nous sert de benchmark. Et on va également ajouter Siemens ici, SIE.DE au Frankfurt Stock Exchange. Et voilà, et on va se mettre sur 5 ans, c'est très bien. On va comparer la performance et on voit, premier point, que Cadence Design est première en termes de performance devant Synopsys, largement devant Siemens également et devant le S&P 500, en sachant on voit que Siemens sous-performe allègrement le S&P 500, donc potentiellement ici on a une entreprise qui est de bien moins bonne qualité que les deux concurrents américains. Et si on se met sur 10 ans, on regarde un peu, Cadence Design est également en première et surperforme Synopsys, et si on se met en total return, ça reste exactement la même chose. Et d'ailleurs sur 10 ans, Siemens ne surperforme pas non plus le S&P 500, donc potentiellement c'est vraiment une entreprise qui n'est pas terrible en termes de performance, et on voit que entre Cadence et Synopsys, ça se joue à pas beaucoup, mais Cadence est quand même bien au-dessus tout au long de la période, avec donc 32% de CAGR pour Cadence, 28% pour Synopsys et 11% pour le S&P 500. Au niveau de la note quantitative, on a 14,5 sur 20, en sachant qu'on a d'office 4 points en moins étant donné que l'entreprise ne verse pas de dividendes, donc on a une note qui est vraiment honorable sans dividende. On a un ROIC qui est très bon, on voit 20% sur les 10 dernières années. On a également des très belles marges avec 87% de marge brute, 28% de marge opérationnelle et 23% de marge nette, le tout avec relativement peu de capex puisqu'on a seulement 13% de pourcentage de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow. Au niveau de la croissance, on a 11% sur les 10 dernières années de croissance du chiffre d'affaires par action, donc c'est très bon, 98% de prédictibilité, donc un score excellent, donc ça veut dire que l'entreprise a des revenus qui sont prédictibles, et c'est logique puisque ça provient de la vente de logiciels principalement. Au niveau des bénéfices, on a 18% de croissance des free cash flow, donc pareil, très bon, et on a des dettes qui sont tout à fait correctes avec 1,81 de ratio dette sur EBITDA, et forcément un payout ratio qui est à 0 puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes.
dividendes. Si on passe à l'onglet quantitatif, ici on va se mettre sur 30 ans et on voit que les revenus sont en forte croissance depuis 2009, mais qu'on a eu un trou entre 2008 et 2014, donc quelque chose qui n'est pas forcément rassurant. Si on regarde le taux de croissance year on year, donc ça c'est une des nouvelles fonctionnalités de l'application, vous pouvez mettre le taux de croissance d'année sur année, ça permet d'avoir visuellement un code couleur et de voir où se situe l'entreprise en termes de croissance du chiffre d'affaires. Et vous voyez qu'on a une accélération de la croissance là depuis 2017 avec pas mal d'années en vert, donc vert c'est supérieur à 10% notamment donc depuis 2018 avec donc notamment des fortes années en baisse en 2008-2009 donc après la crise financière forcément. Et si on regarde les free cash flow par action, on a eu des énormes baisses entre 2008 et 2010 et on voit que la croissance des free cash flow est plutôt bonne avec quasiment toutes les années à plus de 10% par an sauf 2022 où l'entreprise a fait 9% de croissance des free cash flow par action. Si on regarde les marges, on voit qu'elles sont en augmentation sur 10 ans avec une marge opérationnelle qui est passée de 13% à 30% donc plus du double. Et pareil, une marge brute qui est passée de 85 à 88%, donc vraiment un point très positif à ce niveau-là. Et idem, on aperçoit une tendance positive sur les retours sur capitaux, puisqu'on a un ROIC qui est passé de 9% en 2014 et qui est maintenant à 24%, donc c'est très bon. Le tout avec des rachats d'actions, comme on le voit ici, et des dettes qui sont relativement faibles. On a eu un pic en 2014, mais depuis, ça ne fait que diminuer. Si on récapitule, on a une note quantitative de 14,5 sur 20, des chiffres qui sont excellents côté Cadence Design et surtout des chiffres qui ont des tendances positives avec une croissance qui est toujours bonne et potentiellement en accélération sur les 10 dernières années, des marges en augmentation et des retours sur capitaux en augmentation, le tout avec des rachats d'actions et des dettes faibles, vraiment un quasi sans faute du côté de Cadence Design au niveau quantitatif. Et maintenant, on va passer à l'analyse fondamentale et comme d'habitude, on commence par les forces. Premier point, Cadence possède plus de 1600 brevets dans le monde entier et consacre d'importantes ressources sur sa R&D, ce qui renforce son innovation technologique. On a l'expansion de l'activité de conception et d'analyse de systèmes qui permet à Cadence de cibler un marché total accessible, donc un TAM plus vaste et en forte croissance. Également, Cadence est le leader du marché des outils EDA pour les circuits analogiques spécifiquement, avec plus de 80% des parts de marché sur ce sous-segment depuis plus de 2 décennies, ce qui renforce considérablement la fidélité des clients. Le marché est également dominé par 3 acteurs historiques, Synopsys, Cadence et Siemens, qui contrôlent environ 80 à 90% des parts de marché, ce qui limite la concurrence en sachant que Synopsys et Cadence sont vraiment les 2 principaux leaders largement devant Siemens. Les outils EDA sont moins sensibles à la cyclicité des semi-conducteurs que des entreprises matérielles, donc hardware, comme TSMC, ASML ou AMAT, ce qui assure une certaine stabilité des revenus. La complexité des outils EDA et les intégrations à long terme entraînent une fidélité client exceptionnelle avec un taux de rétention qui est proche des 100%. Et la complémentarité entre les outils EDA et les solutions d'analyse de système et les offres de propriété intellectuelle favorise donc de nombreuses opportunités de vente croisée, de cross-sell au sein de la base de clients existante. Au niveau des faiblesses, premier point, bien que Cadence domine en conception analogique, cette division ne représente que 22% des revenus totaux en 2023 contre 29% pour la conception numérique, ce qui met en lumière un déséquilibre entre les segments et Cadence repose beaucoup sur ses revenus analogiques sur lesquels elle est largement leader, mais c'est Synopsys qui est leader dans la conception numérique. L'interopérabilité des outils EDA représente un risque, donc c'est-à-dire que les différents outils EDA qui servent tout au long de la chaîne de conception d'une puce peuvent s'interchanger les uns avec les autres et des logiciels de Cadence fonctionnent très bien en harmonie avec des logiciels de Synopsys. Donc le changement d'un outil à l'autre est relativement simple pour un client et il est fréquent que les logiciels de Cadence et de Synopsys soient utilisés conjointement et qu'un client choisisse Cadence pour certaines étapes du processus et Synopsys pour d'autres étapes. Sur le marché de la conception et de l'analyse de systèmes, Cadence fait face à une concurrence directe avec d'autres acteurs établis comme Ansys, on en a légèrement parlé, ce qui rend le marché donc très compétitif. Et bien que stratégique, le portefeuille d'IP de Cadence reste beaucoup plus restreint que celui de Synopsys, ce qui peut limiter sa compétitivité sur ce segment clé. Au niveau des opportunités, premier point, évidemment, comme toutes les entreprises des semi-conducteurs, on a les tendances séculaires qui poussent la croissance des semi-conducteurs avec l'IA, l'automobile, l'IoT, le cloud computing, la 5G, etc. Vous connaissez toutes ces tendances qui continuent d'augmenter la demande pour les outils EDA proposés par Cadence. Également, on a la complexification des puces avec la réduction des tailles d'impression, notamment inférieures à 5 nanomètres, ainsi que l'advanced packaging qui stimule la demande pour les solutions de Cadence nécessaires pour répondre à ces nouveaux défis technologiques. Le rachat
rachat de nouvelles entreprises qui pourraient permettre à Cadence de renforcer sa position sur des secteurs clés et de diversifier son portefeuille. Et également, on a les entreprises de systèmes non spécialisés, donc notamment Apple ou Amazon, qui commencent à développer leurs propres puces en interne. On l'a vu, Apple ne passe plus par Intel, mais conçoit elle-même ses propres puces, ce qui ouvre de nouveaux débouchés pour les outils et les solutions de Cadence. Au niveau des menaces, premier point, on a les tensions géopolitiques avec la Chine qui pourraient impacter la croissance de Cadence sur ce marché et limiter ses opportunités, mais on l'a vu, la Chine ne représente que 17% du chiffre d'affaires, ce qui est bien moindre que d'autres sociétés des semi-conducteurs que j'ai en portefeuille comme ASML ou encore Amat qui ont toutes les deux beaucoup plus d'exposition à la Chine. Également, on a la concurrence des acteurs historiques, notamment Synopsys et Siemens, qui pourraient faire perdre des parts de marché à Cadence, et certains concurrents étant perçus comme offrant des solutions plus complètes, notamment Synopsys. Les clients adoptent souvent des solutions mix and match, on l'a dit, entre plusieurs fournisseurs, ce qui peut réduire la part de marché de Cadence dans certaines étapes du flux de conception. Puisque les outils sont interopérables, il n'est pas rare qu'un client prenne certains outils chez Synopsys et certains outils chez Cadence, ce qui limite son influence globale. Ce qui nous amène donc à l'avantage compétitif et on a un narrow moat stable, donc un petit avantage compétitif qui provient de deux points, notamment les coûts de changement. C'est plus fort sur les IP que sur les EDA, mais c'est la difficulté pour un client à basculer chez un concurrent en raison des coûts de changement associés. Et on a également les actifs intangibles qui sont plus faibles et qui proviennent principalement des IP, mais qui ne représentent que 13% du chiffre d'affaires de Cadence et qui servent de bloc de conception direct aux clients de Cadence. Et maintenant, passons à la checklist fondamentale. Premier point, au niveau des produits, on a des revenus qui sont prédictibles puisque la majorité des revenus sont récurrents via la vente de logiciels. On a des produits par contre qui ne résistent pas au risque de disruption puisque les technologies évoluent rapidement et les besoins des clients également. L'entreprise a un fort potentiel de croissance puisque Cadence bénéficie de tendances séculaires fortes sur son marché. Au niveau du management, on a une bonne allocation du capital avec une note exemplaire attribuée par Morningstar. On a un management qui a été compétent, on l'a vu, les marges et les retours sur capitaux sont en constante croissance depuis 10 ans. Le management par contre n'est pas skin in the game, il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers puisque le nombre d'actions en circulation est en constante diminution depuis 2016. Et au niveau du moat par contre c'est là que le bas blesse puisqu'on n'a pas de grande douve, on a seulement une note de narrow moat stable puisque l'entreprise n'a pas une grande douve à cause de l'interopérabilité des logiciels, ce qui fait que les coûts de changement sont relativement faibles pour un client sur son segment EDA et ils sont plus faibles sur les IP, mais les IP ne représentent que 13% du chiffre d'affaires, donc pas suffisant pour lui attribuer une note de grande douve stable. Ensuite, l'entreprise n'est pas leader sur son marché puisque Synopsys domine sur les EDA et les IP et c'est Ansys qui domine sur les logiciels d'analyse système. Et enfin, l'entreprise ne résiste pas à la concurrence selon moi puisque ce milieu est extrêmement compétitif et surtout on a ce problème d'interopérabilité des outils qui diminue le coût de changement et qui peut faciliter le changement d'un client de Cadence chez Synopsys par exemple. Ce qui nous amène donc à une note fondamentale de 10 sur 20, ce qui est relativement moyen. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. On se retrouve encore une fois sur l'application IQ Invest dans l'onglet évaluation et on va rentrer nos hypothèses de croissance. Pour ma part, j'utilise les free cash flow par action. J'ai renseigné une croissance prévue de 18%. Pourquoi? Parce que c'est légèrement inférieur à la médiane historique qui est de 18,7% par an. On voit également que sur 5 ans, la tendance est plus élevée, autour des 19,5%. On a vu que sur le graphique quantitatif, on a une croissance qui a plutôt tendance à s'accélérer. On a un CA qui est prévu à 13% par an pour les 5 prochaines années d'après les analystes. Donc pour ma part, 18% par an, c'est une hypothèse qui me paraît tout à fait raisonnable, en sachant que Cadence est beaucoup moins soumise à la cyclicité des semi-conducteurs et que c'est un segment qui va croître de manière agressive puisque de plus en plus d'entreprises font appel à ce type de logiciel pour designer leurs puces en interne et on sait la demande de puces n'est pas prête de s'arrêter. Ensuite, au niveau du multiple final, j'ai choisi 32, c'est légèrement supérieur à la moyenne historique, mais largement supérieur par contre au niveau actuel qui sont à 84 de price to free cash flow. Si on regarde un petit peu le graphique, ici on va enlever le PE, on va garder uniquement le price to free cash flow, on voit que les niveaux de valorisation ont explosé depuis 2020, puisqu'on est passé, on voit qu'on avait une moyenne qui était autour des 20 jusqu'en 2019, et on a vraiment explosé. Maintenant on est à des niveaux qui sont délirants, autour des 80, donc l'entreprise est clairement largement surévaluée, elle est même
carrément dans une bulle, on pourrait dire, et elle est à des niveaux de prix qui sont tout à fait délirants. Personnellement, je n'achèterai jamais à 80 de price to free cash flow, mais bref, du coup j'ai choisi 32 parce que c'est proche de la médiane historique, et surtout c'est un niveau qui me paraît assez raisonnable pour une entreprise de ce type. C'est une entreprise de logiciel, donc forcément elle sera valorisée cher. Je pense qu'elle ne redescendra pas à des niveaux autour des 20, ça me paraît complètement irréaliste aujourd'hui, mais par contre 80 ça me paraît beaucoup trop élevé, donc 32 me paraît un bon compromis, ce qui nous amène donc à un prix final sur 5 ans de 338 $ pour Cadence Design. Donc 338 $ au prix actuel de 294 $, ça fait qu'on a un CAGR estimé de 2,85% sur les 5 prochaines années, donc un rendement qui est pourri puisqu'on fait moins bien que le livret A en l'occurrence, et il faudrait payer l'entreprise 192 $ pour avoir un rendement de 12% par an, soit une marge de sécurité négative de moins 53%. Donc vous l'avez compris, l'entreprise est largement surévaluée aujourd'hui, et personnellement mon prix d'achat serait autour des 190 $, mais pour ça il faudrait que l'action perde 100 $, donc ça me paraît compliqué aujourd'hui, donc potentiellement une entreprise à suivre, mais clairement pas à acheter à ces niveaux-là. Quantitativement, l'entreprise est quasi parfaite avec 14,5 sur 20, mais on a 4 points en moins à cause des dividendes, on a des chiffres qui sont magnifiques. Au niveau de la note fondamentale, on est plutôt moyen, notamment parce qu'on n'a pas de moat suffisant à cause de l'interopérabilité du segment EDA, donc des logiciels, et on a une marge de sécurité de moins 53%, donc une entreprise qui est largement surévaluée aujourd'hui, qui est beaucoup trop chère, avec des niveaux de valorisation délirants à plus de 80 de price to free cash flow. Et donc maintenant, pour conclure, Cadence sur le papier est donc une entreprise de qualité qui surpasse largement le S&P 500 à long terme et qui bat également ses principaux concurrents, notamment Synopsys. Elle dispose d'un narrow moat avec de solides fondamentaux et de belles perspectives de croissance. Elle est bien positionnée sur les EDA et sur les IP. Elle propose des solutions compétitives sur un marché oligopolistique qui est dominé par Synopsys et Siemens également. Et actuellement, elle est largement surévaluée par rapport à mes hypothèses. Mon prix d'entrée serait plutôt autour des 192 $, donc pour moi ça va être non. Elle est très intéressante, mais malheureusement elle n'a pas un moat suffisant pour intégrer mon portefeuille, et je me fixe vraiment cette règle de n'investir que dans des sociétés qui ont un large moat, qui ont un grand moat, un fort avantage compétitif, et ce n'est pas suffisant chez Cadence. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la société. Est-ce que c'est une société que vous avez achetée? Est-ce que vous envisagez de l'acheter ou pas? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre la chaîne également IQ Bitcoin où on parle de Bitcoin. C'est super intéressant, surtout en ce moment. Abonnez-vous à la page Instagram @iq-invest.fr et n'oubliez pas également d'aller suivre le podcast Le CAF Rentable sur YouTube et les principales plateformes de podcast avec un nouvel épisode tous les lundis matin à 8 h. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.